Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième webinaire autour du challenge architecture des systèmes complexes. Donc le premier webinaire était vraiment destiné à réexpliquer le cadre du challenge en tant que tel. La semaine dernière, Alexandre Chapoutot nous a emmené du côté de l'ingénierie système. Eh bien, écoutez, cette semaine, on va mettre un cran de plus, puisque l'ingénierie système aujourd'hui se fait principalement par modèle et plus par papier. Et c'est exactement ce dont on va parler. Je vais, comme d'habitude, commencer par un tout petit tour de table des panélistes. Donc, je suis Arnaud Gruet, je suis le Project Management Officer de la chaire Architecture des systèmes complexes. Et donc, à ce titre-là, j'ai fait partie de l'équipe qui a constitué, qui a réalisé ce challenge. Et donc, on aura l'occasion de toute façon de se retrouver. Alors, autour des questions que vous aurez à poser sur le mur de discussion de la plateforme ou autour directement des séances qu'on va mettre en place et vous aurez le calendrier sous peu, puisqu'on a prévu de toute façon de faire des points tous les 15 jours pour permettre de diffuser toute l'information de façon simultanée à toutes les participantes et les participants. Gauthier, je vais te laisser te présenter. Bonjour, Gauthier Fanmy, donc d'Asso Systèmes. Je fais partie de la marque Katia et je suis expert en Model-Based System Engineering. Et donc, dans mon activité, je présente la valeur du MBSE et des jumeaux numériques. Et donc, je suis représentant de Dassault Systèmes à la chaire Architecture des systèmes complexes. Et j'ai piloté avec les acteurs de la chaire le Challenge ESC pour la partie guide et exemple. Et puis surtout, un petit détail qui n'est pas le moindre, c'est qu'on retrouve Gauthier la semaine prochaine, puisque c'est lui qui va vous mettre le pied à l'étrier sous Katia Magic. Et Dominique, je te laisse te présenter et puis ensuite te prendre la main. Oui, donc moi je suis Dominique Blouin, je suis enseignant-chercheur à Télécom Paris. J'enseigne un cours sur le MBSE à Télécom, justement, et donc ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un peu issu de ce cours-là, mais en très rapide, hein, étant donné qu'on a 1 heure. Dans un cours, on a beaucoup plus de temps que ça. L'idée, ça va être plutôt de vous montrer les bases, l'essentiel, pourquoi on fait ça, etc. Un petit peu quelques diagrammes pour qu'ensuite vous puissiez par vous-même creuser. Vous avez déjà quelques documentations qui sont disponibles sur le site du challenge qui vont détailler un peu tout ça. Et puis, vous pouvez aussi nous poser des questions, nous, les enseignants-chercheurs du challenge, évidemment. Et donc, ma recherche porte aussi également sur le MBSE, mais surtout sur des manières de faciliter le MBSE, c'est-à-dire comment on peut gérer les milliers de modèles qu'on va employer quand on va concevoir des systèmes complexes. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est apparu, on voit tout. Oui, OK. Donc, une petite introduction. Voici le contenu. Donc, on va parler déjà un peu de la difficulté de construire les systèmes complexes d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on en est arrivé à vouloir les développer avec des modèles, hein, au lieu de documents en langage naturel, documents Word, Excel, comme disait Arnaud. Ensuite, on va donner un survol de ce que c'est que le MBSE, le Model-Based System Engineering. Ensuite, je vais faire une petite introduction de ce que c'est que SysML. C'est un langage de modélisation système qui est le plus connu en support du MBSE. Il y en a d'autres, évidemment. Et on va parler un petit peu des frameworks architecturaux, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de diagrammes que vous avez utilisés dans les modèles qu'on vous a préparés pour le challenge qui font partie de ça, en fait, des frameworks comme le RAF, Unified Architecture Framework, qui couvre justement d'autres aspects que SysML, et puis on va conclure la présentation. Donc ici, je vous montre un petit diagramme qui vient de l'avionique, hein, parce que nous, en fait, dans notre recherche, on travaille beaucoup sur un langage de modélisation pour système embarqué qui, à l'origine, avait été développé pour l'avionique. Et en fait, vous avez ici un graphe qui montre le nombre de lignes de code dans la plupart des avions d'Airbus et de Boeing au fur des différents modèles et différentes années auxquelles ils sont apparus.
Et en fait, ce qu'on fait, on utilise le nombre de lignes de code dans ces avions-là comme un peu comme un indicateur de complexité des systèmes. Et donc, on voit en fait quand on trace, ici vous avez un plan, quand on trace une droite, c'est un graphique logarithmique, quand on trace une droite de ce graphique-là, on voit en fait que c'est le nombre de lignes de code en fonction du temps n'a pas, a pas une augmentation linéaire, mais plutôt, on peut dire en gros que ça double à chaque 4 ans, en gros. Donc, on voit que la complexité de ces systèmes-là augmente vraiment, vraiment très, très rapidement et pas de manière linéaire. Et quand on regarde le coût, euh, quel a été le coût pour développer ces systèmes-là, en fait, en raison de cette grande augmentation de la complexité, on se rend compte que les coûts explosent. Et puis, il est arrivé autour des années 2010, en fait, entre autres sur des projets, par exemple, à l'armée américaine, des derniers hélicoptères qu'ils ont construits. En fait, il y a eu tellement de problèmes de conception et de développement qu'ils n'ont jamais réussi à construire l'hélicoptère qu'ils voulaient dans les budgets donnés. Et la seule solution qu'ils ont trouvé, ça a été de réduire le cahier des charges, de diminuer le nombre d'exigences du système afin de réussir à construire cet hélicoptère-là. Et on peut regarder un autre exemple ici, par exemple, dans le domaine des avions que vous connaissez peut-être. Ici, on a le F-35 et le F-16, c'est deux avions de l'armée américaine. On a aussi le A400M côté européen. Et les gens ont fait pas mal d'études justement pour comprendre aussi les difficultés d'ingénierie de ces systèmes-là. Ils ont compté encore une fois le nombre de lignes de code dans le F-35 et dans le F-16. Ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait quand même 175 fois plus de code dans le F-35 que dans le F-16. Après ça, ils ont estimé l'effort de développement pour chacun de ces avions-là. Ils se sont rendus compte en fait que ça a pris 300 fois plus d'efforts de développement pour le F-35 que le F-16, sachant que le F-35 a encore aujourd'hui quelques problèmes. Donc, on voit encore une fois qu'on est sur des effets non linéaires et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment parler de système complexe parce que quand on a des effets non linéaires, c'est là que c'est très difficile de gérer ça. Et au niveau de la 400M, en fait, c'est pareil, il y a eu des délais de production de 10 ans, des coûts supplémentaires de 6 milliards d'euros, etc. Donc, vraiment en difficulté. Les gens commençaient à chercher un peu à savoir d'où venaient ces problèmes, pourquoi c'est si difficile de construire ces systèmes-là. Alors, ça tombe bien que la semaine dernière, on a eu la présentation sur l'ingénierie des systèmes de Alexandre Chapoutot, parce qu'il vous a parlé du cycle en V, du cycle en V qui est très utilisé pour les systèmes complexes, les systèmes embarqués, critiques, etc. Donc, on a différentes phases. À gauche du cycle, ici, on commence par capturer les exigences, le besoin de notre système. On fait un premier design global du système. On passe à l'architecture plus détaillée, l'architecture logicielle, les composants jusqu'au code. Et ensuite, à droite, mais en fait, on prévoit des phases de test à chaque étape, des tests qui vont bien pour vérifier que c'est correct. Et en fait, les gens ont regardé, ont fait des études et ils ont vu qu'en fait, la plupart des erreurs de conception sont introduites très, très tôt dans le cycle. Parfois, il y a des erreurs même dans les exigences et aussi même dès le début dans les premières conceptions. Et en fait, ces erreurs-là ne sont malheureusement découvertes que lorsqu'on a presque construit le système. Donc ici, 70% des exigences, des erreurs découvertes très, très tôt en conception. Et la plupart sont découvertes, 80% ici, très tard dans les phases d'intégration jusqu'à même l'exploitation du système. Et ça, on connaît tout ça. On a tous vu des compagnies, des entreprises de voitures qui obligent les clients à ramener la voiture parce qu'une erreur a été découverte dans le logiciel. Et quand on fait ça, ben, ça coûte extrêmement cher. Ils ont étudié d'ailleurs le coût de réparation de ces erreurs-là. Donc, supposons que je fais une erreur dans mes exigences et que je la détecte tout de suite avant de construire mon système et que je dis, ben ça me coûte 1 euro. Ben ça, ils ont étudié, voir combien ça va coûter si je découvre cette erreur-là beaucoup plus tard. Donc, si je la découvre au niveau des tests unitaires, c'est déjà 5 fois plus cher. Au niveau des tests d'intégration, c'est 20 fois plus cher. Et quand j'arrive au test système, acceptance, opération, j'arrive jusqu'à 1000 fois plus cher.
Et donc, c'est ce qui fait, en fait, que dans les systèmes complexes d'aujourd'hui, on peut facilement faire des erreurs dès les exigences et les systèmes de conception. Et comme on n'a pas vraiment de méthode pour trouver ces erreurs-là autrement que par la relecture des documents Word, documents en langage naturel, ben, ça fait qu'on les trouve pas et se ramasse ici à la fin et ça nous coûte extrêmement cher. Donc, ça explique un peu les coûts de développement non linéaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, les gens sont mis à chercher un peu d'où viennent ces erreurs-là. Pourquoi on a des erreurs de conception comme ça? On parle souvent d'erreurs d'hypothèse dans l'ingénierie collaborative. Donc, quand vous créez un système complexe comme un avion ou même une fusée ici comme la fusée Ariane 5, en fait, vous avez plusieurs domaines d'ingénierie qui doivent collaborer en même temps pour faire ce système-là. Et très souvent, il arrive en fait que pour les ingénieurs d'un certain domaine, ben, il va y avoir une hypothèse qui est vraie, et cette autre hypothèse-là, ça ne sera pas nécessairement la même pour un autre domaine d'ingénierie. Et il y a aussi beaucoup de problèmes, par exemple, d'intégration d'un système à l'autre. Par exemple, ici, on peut prendre l'exemple de la fusée Ariane 5. Hein. Pour ceux qui s'en rappellent, qui sont assez vieux, elle a explosé dès son premier vol. Et l'une des la raisons pour laquelle c'est arrivé, en fait, c'est que il y a un système de navigation de Ariane 5 qui avait été développé pour Ariane 4, qui a été réutilisé dans Ariane 5. Et en fait, le système pour Ariane 4, en fait, était fait en prenant pour hypothèse, justement, qu'il y avait une certaine valeur maximale de vitesse à contrôler. Donc, ces vitesses étaient stockées sur un certain nombre de données, de bits en mémoire dans le programme. Alors, vous mettez le même système dans un contexte différent, dans la fusée Ariane 5, où là, comme elle est beaucoup plus massive, vous avez des plus grandes vitesses, vous avez un débordement de mémoire, de données. Le système détecte ça comme une erreur majeure et fait exploser la fusée pour éviter, bien, évidemment, qu'elle tombe sur quelqu'un. Donc ça, c'est connu en fait typiquement en ingénierie des systèmes complexes comme étant un des bugs les plus chers, les plus dispendieux de l'histoire. Et suite à ça, en fait, c'est là ça a déclenché beaucoup d'efforts justement sur des méthodes à vérification formelle, ingénierie avec des modèles, etc. Et donc, on va parler maintenant de Model-Based System Engineering. En fait, c'est un nouveau paradigme d'ingénierie des systèmes. Donc, l'ingénierie système existe toujours tel qu'on l'a vu la semaine dernière avec Alexandre, mais au lieu d'utiliser des documents en langage naturel, en anglais, en français, on va migrer ces documents-là, on va utiliser plutôt des modèles. Et l'intérêt de ça, c'est que ces modèles-là seront en fait conformes à des langages, ce qu'on appelle des langages de modélisation. Et comme on exprime les spécifications de nos systèmes avec un langage de modélisation bien précis, ben comme c'est précis, on est capable de construire ensuite des outils pour traiter ces modèles-là. Et donc, premièrement, le fait d'exprimer ça avec des bons langages de modélisation précis, ça veut dire qu'on va avoir dans ces langages-là des concepts pour lesquels on va bien connaître la sémantique, ce que veut dire chaque concept, et ça va nous fournir un vocabulaire commun précis pour les équipes. Ce qui est souvent le cas de problème avec les méthodes traditionnelles, hein, parce que une telle personne, tel mot veut dire quelque chose, tel mot veut dire autre chose. Donc, ça nous force déjà, en plus, quand on va spécifier notre système avec un langage de modélisation, ça nous force déjà à être beaucoup plus précis sur les systèmes. Hein. Quand on spécifie en langage naturel, ou alors un diagramme avec des boîtes et des flèches, alors qu'on n'est même pas sûr de la signification de chacun des éléments du diagramme, en fait, on peut spécifier un peu tout et n'importe quoi. Et c'est très difficile de l'analyser pour voir si nos spécifications sont correctes. Donc, l'idée des modèles, c'est que on a vu tout à l'heure que les erreurs sont introduites en début de conception. Donc, dès les exigences même, dès la première conception du système, je vais utiliser des modèles conformes à un langage bien spécifié, ce qui fait que je vais pouvoir me construire des outils qui vont prendre en entrée ces modèles-là et faire différentes vérifications. Donc, par exemple, dans un système comme un avion, il y a des milliers d'exigences. Mais si c'est des modèles pour ces exigences-là, je peux déjà essayer de voir est-ce que j'aurai pas des exigences contradictoires, par exemple. Est-ce que mes exigences sont bien couvertes, couvrent tous les cas possibles, etc., etc.
Donc, l'idée, de la modélisation, c'est ça. Et ça nous permet justement de découvrir ces erreurs-là dès le plus tôt. Tout ça pour réduire les coûts de développement. Alors, on peut se poser un peu la question maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? En fait, les modèles, c'est pas nouveau. On a des modèles un peu partout, dans tous les domaines. On a même des modèles dans la mode, etc. Mais en général, un modèle, en fait, c'est toujours une représentation de la réalité qu'on va utiliser pour un but donné. On veut faire quelque chose avec le modèle. Et en fait, en fonction du but, de ce qu'on veut faire avec ce modèle-là, on va parler d'abstraction. Donc, on va représenter la réalité, mais on va pas tout représenter de cette réalité. On va représenter seulement les choses qui nous intéressent pour ce qu'on veut faire avec ce modèle-là. Et donc, évidemment, un modèle, ça doit être utile, c'est-à-dire qu'un modèle, ça doit être quelque chose qui est plus facile à utiliser que la réalité. Et donc, on retrouve très souvent ça dans ce que vous connaissez déjà de la simulation, hein. Quand on fait de la simulation d'un système, ben, un modèle, c'est une représentation de la réalité. Je peux le simuler, et si mon modèle est bon, qui représente bien la réalité, ben, mes résultats de simulation vont être conformes au vrai système. Et c'est là que ça va m'aider beaucoup parce que ça va être beaucoup plus facile de simuler un modèle qu'à chaque fois de construire un système et de l'utiliser directement en vrai. Et donc, les choses qui sont importantes de comprendre là-dedans, c'est que ce qu'on veut faire avec le modèle, ben, en fait, détermine fortement le type de modèle et de langage de modélisation qu'on va vouloir utiliser. Et il existe vraiment plusieurs types de modèles, hein. On peut avoir des modèles qui servent simplement à décrire les choses, à spécifier les choses, des modèles prescriptifs qui vont ensuite nous servir à construire les choses, un peu comme un plan dans un immeuble, des modèles prédictifs comme des modèles météo qui nous servent à essayer de prévoir le temps, permettre de comprendre les choses, etc., etc. Un petit exemple de ce que c'est qu'un modèle. En fait, on peut parler d'une carte routière, hein. Vous avez tous déjà utilisé des cartes routières. Aujourd'hui, on les a sur nos téléphones. On a Google Maps. Donc, qu'est-ce que c'est en fait une carte routière? C'est un modèle de l'endroit où on se déplace. Ici, on a un modèle de la France, un modèle des routes en France. Et donc, on a toujours un but, hein, pour ce modèle. Le but, en fait, c'est de trouver notre chemin, d'arriver à se déplacer d'un point A à un point B facilement. Et donc, évidemment, c'est facile à utiliser. C'est beaucoup plus facile d'utiliser une carte que d'utiliser la vraie France comme telle. Ce sera même impossible. Et évidemment, c'est une abstraction de la France. C'est une abstraction du vrai terrain, dans le sens qu'ici, on s'intéresse, notre but, c'est le chemin, trouver notre chemin. Donc, notre carte ne va représenter que les chemins, que les routes qu'on pourra utiliser, en faisant abstraction des rivières, des montagnes, etc., de tous les autres détails dont on n'a pas besoin, en fait, pour trouver notre chemin. Donc, on va appeler ça les propriétés d'intérêt qu'on veut capturer avec notre modèle. Un peu plus de choses sur ce que c'est qu'une abstraction, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une abstraction? Une abstraction correcte, en fait, ça va dépendre toujours de ces fameuses propriétés d'intérêt. Si je suis dans ma carte routière, ma carte routière, c'est une bonne abstraction du vrai pays, de la France, en autant que quand j'utilise mon modèle, mon abstraction pour m'orienter dans ma route, ben, en fait, elle me donne les bons résultats, les mêmes résultats qui sont conformes au vrai système. Donc ça, c'est important de comprendre un peu plus ce que c'est qu'une bonne abstraction. Hein, parce que beaucoup d'erreurs, en fait, un des aspects qui est pas facile aussi en modélisation, ça concerne tout ce qui est validité des modèles. On peut très bien faire des modèles qui se basent sur plein de simplifications et d'hypothèses et qui finalement correspondent pas du tout à notre système qu'on est en train d'étudier. Et là, on a un beau modèle. On appelle ça des fois tomber en amour avec son modèle. Et puis finalement, on est tellement fier de notre modèle, mais il correspond pas du tout à notre système et on a des prévisions qui sont complètement fausses. Et donc, petite note ici, en fait, un modèle, c'est pas nécessairement un modèle logiciel, hein, c'est pas nécessairement un langage de modélisation. Par exemple, ça peut être une vraie chose, comme ici, j'ai une maquette d'un bateau, qui est un modèle d'un vrai bateau. Un modèle peut aussi être un modèle d'un autre modèle. Donc, je peux avoir plusieurs niveaux d'abstraction en modélisation, où je vais avoir un premier modèle qui est le modèle de la réalité, je fais une autre simplification, je modélise
un autre modèle. On peut avoir toutes les notions qu'on appelle le modèle de substitution, c'est-à-dire j'ai un modèle qui est très compliqué à calculer, avec éléments finis, par exemple, que je vais mettre beaucoup de temps à calculer pour avoir mes résultats. Ben, après, je peux me faire un deuxième modèle de ça, lequel je vais pré-calculer plein de valeurs. Je vais me faire un genre de nuage de points, et donc ça va remplacer le modèle et je vais pouvoir calculer les choses plus rapidement. N'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des questions. Et donc, à quoi ça sert en ingénierie système de modéliser un système? Ben, l'idée, c'est de comprendre comment le système fonctionne de manière plus précise, de comprendre ses besoins, pouvoir spécifier le système et éventuellement, une fois qu'on a tous ces modèles de notre système, ben, ça va nous guider dans la construction de ce système-là, hein. Quand on parle de l'architecture des bâtiments, quand on construit une école comme Télécom Paris, bon, ça serait impensable de construire l'école sans déjà faire des plans, c'est-à-dire faire des modèles de l'école qui ensuite vont guider à la construction. Et ce qu'on fait en fait, quand on modélise les parties logicielles du système, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va générer automatiquement le code de notre système à partir de ces modèles. Et c'est ce qu'on fait, nous, avec un outil qu'on développe à Télécom Paris. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur les aspects essentiels du système, de l'utiliser pour gérer la complexité. Donc là, on va avoir très souvent en modélisation des approches de diviser pour régner, c'est-à-dire qu'on va avoir des langages d'architecture à base de composants. Donc, on va avoir un système global, on va le décomposer en sous-composants pour faciliter justement son développement et la compréhension du système, etc. Et ça va nous servir aussi de communication. Ces modèles-là, en fait, dans l'idéal, on n'aura pas vraiment de documents Word. On va en avoir encore, mais on va les générer à partir du modèle, à partir des modèles. Donc, les modèles, c'est eux qui ont la vérité. On va avoir des outils qui vont regarder ces modèles-là, vont permettre de générer des documents en langage naturel pour que d'autres personnes qui ne sont pas familiers avec la modélisation et les outils de modélisation puissent comprendre aussi le système. Et ça participe en fait à une tendance qui consiste à plutôt modéliser au lieu de programmer, hein. C'est vraiment, on va se déplacer, on arrête au niveau du génie logiciel, on va plutôt modéliser que programmer. Donc, vous connaissez tous sans doute, vous avez déjà programmé avec un langage de programmation, hein. Ceux d'entre vous qui ont déjà programmé en assembleur, vous vous rappelez sans doute que c'est un peu fastidieux. Il faut connaître déjà l'architecture du processeur. Il faut spécifier exactement où les données sont stockées dans les registres, etc., etc. Il faut spécifier tellement de détails qu'on n'arrive pas à programmer efficacement avec ça. Et ce que les gens ont fait à l'époque pour être plus efficaces dans le développement, c'est de créer des langages de programmation à plus haut niveau d'abstraction, hein, comme vous avez ici C++, Java, Ada, qui possèdent en interne des constructions prédéfinies qui correspondent ensuite à des instructions qu'on va convertir en jeu d'instructions de processeur automatiquement via ce qu'on appelle une chaîne de compilation pour créer notre programme automatiquement et être capable de programmer plus rapidement. Ben aujourd'hui, en fait, on se rend compte avec la complexité des systèmes qu'on a, on refait encore un peu cette même stratégie, on augmente encore plus les niveaux d'abstraction, on va voir le système dans un niveau encore plus abstrait, avec différents modèles, des plateformes, des modèles de plateforme, des modèles d'application, etc. On va analyser ces modèles-là, estimer des caractéristiques, on va voir qu'il y a des problèmes dans notre conception, ça se fait pas aux exigences, on va faire des changements dans les modèles, on va itérer comme ça, ce qu'on appelle faire du design space exploration, jusqu'à temps qu'on ait un système bien optimisé. Et lorsqu'on aura ce système-là, ben, on utilisera très souvent de la génération automatique de code et on revient justement vers cette fameuse chaîne de compilation. On va convertir le code finalement vers le code binaire pour l'exécuter. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu le contexte de la modélisation. Alors, on revient encore sur ce fameux cycle en V dont on a parlé la semaine dernière. Comment ça se passe quand on veut faire de la modélisation et dans du cycle en V? Ben, en fait, on rajoute un deuxième V ici en parallèle du premier V. Et à chaque étape du cycle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des modèles pour spécifier notre système.
Et à côté de ça, on va avoir des activités de vérification, validation, vérification de ces modèles, parce que comme c'est des modèles, on a des outils pour les vérifier et on les traite. Et ça nous permet justement de découvrir ces fameuses erreurs, ces 70% d'erreurs introduites très tôt dans le cycle. On pourra en détecter une grande partie dès le début grâce à ces analyses et grâce aussi au fait d'utiliser des langages bien précis pour spécifier notre système. Et donc, ces approches-là sont typiquement centrées sur l'architecture. Donc ici, c'est un acronyme, ici, Architecture Centric Virtual Integration Process. C'est un processus très utilisé par l'armée américaine, entre autres. Donc, on a un modèle d'architecture qui est le cœur de notre système. On va faire des analyses à partir de ce modèle-là, mais on pourra aussi même faire des extractions vers d'autres formalismes et d'autres outils qui nous permettront de faire des vérifications supplémentaires. Et on va utiliser des modèles non seulement pour la spécification du système aussi, mais même pour sa vérification, ce qu'on appelle l'assurance qualité, assure the system des droits ici. Donc, on va même modéliser tout ce qui est les activités de vérification qui nous permettent de dire que le système satisfait ses exigences. Et à partir de tous ces modèles-là, on pourra même générer des documents en langage naturel de certification qu'on pourra présenter, par exemple, aux autorités de certification dans le cas des systèmes critiques. Donc, on voit qu'on a vraiment besoin de langage, ce qu'on appelle des langages de modélisation. On va aller un peu plus en détail là-dessus. Donc, c'est des besoins d'abstraction. Quand on va avoir un langage, on a besoin aussi d'une syntaxe, hein. Ça veut dire très souvent une notation soit graphique, soit textuelle pour représenter les modèles. Donc, ces langages permettent aussi de la réutilisabilité et ça permet surtout grâce à l'abstraction de rester indépendamment des artefacts d'implémentation comme les programmes, les plateformes, etc. Et ces modèles serviront ensuite à construire le vrai système. Alors, ces langages de modélisation viennent beaucoup d'un paradigme qui est important, que vous connaissez peut-être déjà, ceux qui ont fait de la programmation, c'est le paradigme orienté objet. Et donc, en fait, beaucoup de langages de modélisation, et en particulier ceux que vous allez utiliser dans le challenge, sont orientés objet. Donc, on va parler d'objets ou de composants qui représentent la réalité. Et comment on peut réussir à faire ça? Ben, en fait, si on reprend notre exemple d'une carte, en fait, qui représente la réalité. Comment on peut comprendre une carte? En fait, pour comprendre cette carte-là, on doit connaître une légende. On va avoir une légende ici qui va nous dire chaque symbole de la notation, hein, on parle d'un langage ici, qu'est-ce que ça veut dire dans le modèle. Donc, c'est comme ça qu'on arrive, les langages de modélisation, c'est le même principe. En fait, on va définir un certain nombre de concepts du langage et on va définir comment ils sont représentés à notre utilisateur, ce qui permet que quand l'utilisateur va voir le modèle, il va pouvoir comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Et donc, ça va se traduire ici dans ce qu'on appelle la pyramide des langages de modélisation. Donc, ici, on a au niveau 0 les vrais systèmes qu'on veut modéliser, qui seront représentés par un modèle. Et là, on a un pléthore de langages de modélisation. Et ces langages de modélisation, eux, seront spécifiés avec un autre langage qui est un métamodèle, qui est en fait un langage de spécification de langage de modélisation. Et ici, on a un truc qui est un petit peu particulier à la fin, c'est que ces langages de spécification de langage de modélisation, ben, en fait, ils sont exprimés en termes d'eux-mêmes. Donc, s'ils sont conformes qu'eux-mêmes, on appelle ça un méta-méta. Donc, c'est juste pour un peu pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne les langages de modélisation. On va passer maintenant à SysML. Donc, SysML, c'est vraiment le cœur, le langage de base que vous allez utiliser dans le challenge, hein. Ça veut dire Systems Modeling Language. C'est vraiment le langage qui est supporté par Katia Magic, avec toutefois plein d'extensions. On va parler un petit peu de ces extensions-là. Donc, SysML, c'est un langage de modélisation graphique. Ce que vous allez voir, en gros, dans Katia Magic, c'est surtout des boîtes et des flèches, parfois un peu de texte dans des boîtes, des commentaires à côté, etc. C'est un langage qui supporte évidemment la spécification, la conception, l'analyse, vérification, validation
et même la synthèse des systèmes complexes. Et donc, le but, c'est vraiment de supporter toutes les activités d'ingénierie système qu'on a vues la semaine dernière à l'aide de ces fameux modèles. Et donc, on peut avoir en SysML plusieurs points de vue. Donc, on va avoir plusieurs comme sous-langages dans SysML qui permettent de voir plusieurs points de vue sur différentes parties de notre système. Donc, avoir des langages qui permettent de voir sa structure, c'est-à-dire un système sous forme de ses composants et comment ces composants communiquent entre eux. On va avoir aussi d'autres langages qui vont permettre de parler du comportement d'un système. J'ai un composant donné dans mon système, un système de chauffage. Je veux savoir comment il se comporte, un système de contrôle, qu'est-ce qu'il fait. Il reçoit telle donnée, il produit quelle donnée, etc. Donc, je vais pouvoir définir ça. Définir aussi des contraintes. Très souvent, quand on construit un système, on a des contraintes liées au domaine qu'on utilise. Des allocations. Je vais avoir un système, par exemple, logiciel, mais je vais pouvoir l'allouer sur une plateforme d'exécution matérielle pour comprendre comment ça marche, etc. Et aussi même des exigences. En système, on peut aussi capturer les exigences pour notre système. Donc, c'est vraiment fait pour arriver à faire de l'ingénierie système avec des modèles afin de remplacer les fameux langages, les documents en langage naturel qui, eux, sont très imprécis et qui sont souvent source à mauvaise interprétation. Donc, SysML, c'est le plus connu. Il y a d'autres langages qui existent aussi pour faire de l'ingénierie système, hein. Il y a un outil, un langage qui s'appelle Capella, développé par Thales, qui fait un peu la même chose avec une méthode un peu différente. Donc, SysML, ça date quand même c'est déjà un peu vieux, hein, ça date quand même. C'est produit en fait par ce qu'on appelle l'OMG, Object Management Group. Donc, il y a des organismes de standardisation. Hein, ça regroupe très souvent des entreprises et aussi des académiques. Et ces gens-là vont se réunir à intervalles réguliers, 3, 4 fois par année. Donc, le Gauthier, je pense, a dû faire partie du comité de l'OMG pour SysML, peut-être, je ne sais pas. Et l'idée, c'est qu'on se met ensemble pour arriver à trouver le meilleur langage possible en se basant chacun sur nos expériences de développement, toutes nos expériences qu'on a eues dans le cours. Et l'idée, c'est qu'on arrive à un langage unifié pour lequel il y a consensus pour savoir ce que veut dire ce langage-là, les façons de l'utiliser, etc. Et donc, SysML, ce qui est particulier, en fait, c'est qu'en réalité, c'est une extension d'un autre langage qui s'appelle UML, Unified Modeling Language, dont on va parler un tout petit peu ici. Donc, Unified Modeling Language, en fait, c'est, encore une fois, issu des langages de programmation orientés objets, hein. Je vous ai montré tout à l'heure la pyramide la chaîne de compilation. Donc, on avait beaucoup de langages orientés objets. Les gens se sont rendus compte qu'on peut même aussi avoir des méthodes orientées objets. Donc, ils ont commencé à développer des méthodes comme Wood, toutes ces méthodes-là. Il y avait déjà plusieurs méthodes et au final, avec l'OMG qui a été créé, les gens se sont dit, bon, on va unifier toutes ces méthodes-là. On va créer un truc qui s'appelle UML, Unified Modeling Language, qui va être un langage unifié pour toutes ces méthodes de modélisation de systèmes orientés objets. Et donc, SysML, en fait, s'appuie sur EML, c'est-à-dire qu'il va réutiliser un certain nombre des diagrammes de EML et aussi rajouter un certain nombre de diagrammes qui lui sont propres, comme par exemple le diagramme des exigences. Il va aussi, ça c'est fait en fait avec ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est-à-dire que en UML, on va avoir des notions de classe, on va pouvoir rajouter un stéréotype, c'est-à-dire un genre de label qui dit un peu plus, qui précise un peu plus ce que veut dire un élément donné. Donc, en HTML, on va parler de blocs, par exemple. Donc, les diagrammes de SysML, donc chaque diagramme permet de voir un point de vue bien précis du système. Donc, on décompose en deux grandes catégories, les diagrammes comportementaux qui vont permettre de voir comment s'exécute le système, que fait le système au moment où il s'exécute. On va avoir diagramme d'activité, diagramme de séquence, machine d'état, use case. On va voir aussi des diagrammes de structure. Donc, là, on veut voir plutôt l'architecture de notre système, c'est-à-dire, je décompose mon système en composants sous-composants. Ben, je veux voir quels sont ces composants, comment ils s'échangent des données, comment ils interagissent entre eux. Et là, je vais avoir plusieurs diagrammes qu'on va décrire un petit peu rapidement aujourd'hui. On n'a pas tant de temps que ça.
Donc, typiquement, je vais avoir ce qu'on appelle le Block Definition Diagram. Donc, en fait, en SysML, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un stéréotype, justement. Ce que vous voyez ici, le petit mot bloc ou dans une boîte, ça veut dire que c'est un stéréotype d'une classe UML qui va nous permettre, en fait, de représenter, de dire que c'est un bloc, c'est-à-dire que c'est un bout de système, c'est une partie d'un système. Et puis, on va pouvoir définir ensuite comment on peut, un domaine, ici, on va définir, par exemple, un domaine d'ingénierie. Par exemple, on parle d'une automobile. On va définir, ben, en fait, une automobile, ça peut contenir un bloc qui va représenter un coffre à bagages, un bloc, le domaine de l'automobile contient un bloc qui définit ce que c'est qu'un véhicule, un environnement physique, la route. On peut modéliser tout ça. Donc, on utilise ces blocs, diagrammes de définition de blocs, un peu pour capturer un domaine donné. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, ben, justement, ces blocs-là, ces types de blocs, c'est vraiment des types de blocs, on pourra les instancier. On appelle ça le internal block diagram. On pourra les instancier pour représenter un peu notre système. Donc ici, une des choses qu'on aime bien faire aussi quand on fait de l'ingénierie système, c'est d'essayer de voir notre système dans son contexte, quand il va être en opération, quand il va être en fonctionnement. Donc, on essaie de voir ici, je vais représenter mon véhicule et je vais voir qu'en fait, il interagit avec l'atmosphère, hein, via l'air. L'air, en fait, lors de la friction, quand mon véhicule va rouler. Il interagit aussi avec la route via ses roues. Donc, je vais vraiment représenter chacune des entités externes de mon environnement et mon système et je vais décrire plus précisément ces interactions entre mon système. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous permet SysML qui est très important parce que ça nous permet de concevoir, la conception de notre système va dépendre justement de ces interactions et même des hypothèses qu'on va faire justement sur cet environnement. Je vais avoir aussi un certain nombre de diagrammes qui peuvent servir à décrire ce qu'on appelle les concepts opérationnels, donc sur l'utilisation de mon système. Donc, quand je crée un premier système, je veux savoir, ben, en fait, quelles sont les fonctions dont j'ai besoin pour ce système, hein. Je crée une voiture, quelles sont les fonctions? Ben, je vais avoir la fonction de conduire le véhicule. Hein. Donc ici, on va représenter ça dans une ellipse ici, les différentes fonctions. Et je vais représenter aussi ce qu'on appelle les acteurs, qui sont donc la personne à qui cette fonction est utile et qui seront ceux qui vont démarrer justement, initier cette fonction-là lorsque mon système est utilisé. Et j'ai différentes façons ici, vous voyez, de décomposer une fonction un peu plus complexe. Je vais dire en fait que quand je conduis la voiture, ça inclut, je peux aussi potentiellement démarrer le véhicule, accélérer, conduire le véhicule, diriger la voiture, freiner, etc. Donc, j'ai un diagramme qui me sert justement à identifier les fonctions gros grains de ce système. Et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, c'est décrire des scénarios pour chacune de ces fonctions. Donc, je vais leur dire, ben, en fait, mon conducteur, comment il démarre, ben, il tourne la clé, ensuite il fait ceci. Je vais décrire différents objets, et ça, c'est un autre diagramme, ça va s'appeler le diagramme de séquence. Je vais décrire différents objets de mon système et de son environnement, et je vais décrire vraiment les interactions entre ces systèmes-là pour comprendre exactement comment ça se passe quand j'utilise mon système. Et ça va me servir vraiment ensuite. Je vais comprendre à partir de ça, je vais être capable d'identifier vraiment un ensemble de fonctions dont j'ai besoin pour mon système. Et à chacune de ces fonctions-là, je pourrais ensuite créer des exigences. Et encore une fois, ben, vous avez SysML qui fournit un diagramme d'exigence vu comme un bloc ici. Encore une fois, vous voyez, c'est un stéréotype avec requirements en haut. Et non seulement ces exigences, si j'ai une fonction complexe qui est décomposée en sous-fonctions, ben, je vais pouvoir décomposer à la fois aussi les exigences en sous-exigences et je vais pouvoir aussi tracer ces exigences-là vers la fonction ou alors le composant, si on arrive à l'architecture physique, le composant qui est responsable de satisfaire ces exigences. Donc, vous voyez, je peux tout capturer ça en 6 semaines.
Donc, on pourrait continuer. Il y a encore ensuite des diagrammes d'architecture, de blocs, de sous-blocs, des parties de système, etc. Diagrammes paramétriques qui permettent de spécifier des contraintes sur les systèmes, etc. Donc, on n'aura pas le temps de faire tout ça aujourd'hui. Mais une question qui est intéressante de se poser, c'est comment je vais utiliser SysML quand je construis un système complexe. En fait, SysML, on a vu, ça parle de blocs, de communication, d'échange entre ces blocs, mais par lui-même, SysML dit pas grand-chose d'autre. Ça dit juste que j'ai mon système, j'ai un bloc. Voilà, c'est un genre de composant, mais ça ne dit rien de plus. Or, on l'a vu, le but de la modélisation, c'est quoi? Ben, en fait, c'est de faire des analyses pour essayer de trouver les erreurs de conception au plus tôt. Donc, on ne pourra pas faire toutes les analyses possibles en SysML, hein. Si je représente, par exemple, mon système embarqué, je représente, par exemple, ici, j'ai un cas d'un train, mon train, ben, je vais avoir aussi associé à mon SysML des modèles physiques, des modèles CAD, hein, pour la partie mécanique qui vont me décrire, en fait, la forme du train, etc. Et là, c'est seulement à partir de ces modèles-là, qui, eux, ont une sémantique beaucoup plus précise, que je pourrais faire des analyses, par exemple, de résistance au vent, de consommation énergétique. On voit que j'ai besoin de SysML, mais en fait, j'ai besoin de beaucoup plus que SysML. J'ai besoin de d'autres langages. On appelle ça des Domain Specific Modeling Language, qui vont être spécifiques à chacun des domaines d'ingénierie qui m'intéressent. Donc, quand je fais un système complexe comme un train, je vais avoir toujours une partie mécanique, le CAD, les modèles CAD. Je vais avoir aussi une partie système embarqué qui va être en fait tout le logiciel qui va servir à contrôler le train, système de freinage, etc. Et là, je vais utiliser d'autres langages pour ça. En fait, ici, on a un langage qu'on connaît bien en télécom qui est AADL pour tout ce qui est système embarqué. Et ce qui va être important alors, c'est d'avoir une bonne traçabilité entre ces différents modèles afin que je puisse, les informations, les analyses que je réalise ici, ben, je puisse remonter les résultats au niveau système. Et là, je vais avoir ici au niveau système mon ingénieur système qui, lui, la responsabilité, vraiment, ça va être de chapeauter tout ça, de regarder tous les différents domaines d'ingénierie et de s'assurer que tout s'intègre bien, tout fonctionne bien ensemble. Autrement dit, je vais dire, ben, j'ai telle contrainte physique sur mon système, ça veut dire que vous, j'ai telle masse, ben, ça veut dire que vous, les gars du système embarqué, vous êtes d'avoir être capable de freiner en des temps, ça va donner des contraintes sur les temps, etc. Et donc, je dois m'assurer en tant qu'ingénieur système de chapeauter tout ça et s'assurer que tout est cohérent dans mes différents domaines d'ingénierie. Et pour ça, je vais utiliser SysML. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que j'avais à vous dire sur SysML. Vous aurez peut-être à creuser par vous-même, hein, quand vous allez utiliser les modèles du challenge. Si vous voulez savoir un peu plus ce que veut dire chaque partie, ben, il y a de l'aide en ligne déjà, sûrement dans Katia Magique. Ce sera à vous d'aller plus dans le détail. On va parler un peu maintenant des frameworks d'entreprise, d'architecture d'entreprise, parce que en fait, il y a beaucoup de standards qui ont été développés là-dedans et qui vont couvrir un autre but que SysML, que l'ingénierie système, en fait, et que vous allez utiliser dans ce challenge. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Bon, je vais voir un peu des définitions sur Wikipédia. On peut dire que c'est une organisation, une entité, une collection d'organisations qui partagent un certain but et qui vont collaborer pour fournir un certain nombre de services typiquement à des consommateurs. Donc, il y a une notion ici de service, de business, comme vous voyez, euh, différentes perspectives de business, d'application, d'information et de technologie qui vont servir à rendre ces services. On a une notion d'architecture, hein, qui est une notion fondamentale où on va parler du système et de son environnement et des relations entre les différents systèmes que je peux avoir, hein, dans mon entreprise. Et il y a des gens qui ont créé ce qu'on appelle des frameworks, des cadres, en fait, pour faciliter des méthodologies pour faciliter en fait la gestion de ces entreprises, la transformation de ces entreprises, passer d'un état donné à un autre état, on arrive à fournir un tel et tel service. Donc, ces frameworks-là fournissent typiquement une collection de processus techniques et d'artefacts de description, de référence, de modèles de référence, tout ça pour modéliser ces entreprises.
Alors, quelle est la différence entre les architectures d'entreprise et l'MBSE? Ben, en fait, au niveau entreprise architecture, on va être beaucoup plus au niveau stratégique. Et ça, vous allez le voir, il y a ces notions-là que vous allez voir dans les modèles du challenge. Vous allez définir des missions et les informations nécessaires pour remplir ces missions-là. Vous allez définir des capacités. Donc, vous allez voir un peu tout ça dans les modèles. Et puis, du côté MBSE, on est plutôt sur la solution, l'architecture de solution. C'est-à-dire que là, on va considérer plutôt, en fait, un système, son architecture, comme une solution à un problème ou à des stratégies définies qui vont être utilisées au niveau de l'architecture d'entreprise. Donc, ici, on est vraiment plus au niveau ingénierie système. Donc, c'est deux choses assez différentes qu'il faut comprendre. Et donc, il y a eu plusieurs frameworks qui ont été fournis, beaucoup par les militaires, hein, d'ODAF. C'est le DoD, donc Department of Defense aux États-Unis, Architecture Framework. MODAF, je crois que c'était en Grande-Bretagne. NAF, c'est NATO Architecture Framework. Et là, il y a un effort de standardisation qui a été fait justement, encore une fois, par l'OMG. L'OMG, je rappelle, c'est ceux qui ont standardisé déjà UML, 6ML. Donc, ils sont développés UARIF, qui est Unified Architecture Framework. Et on a vu qu'en UML, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait unifier les différentes méthodologies orientées objets de développement des systèmes logiciels en un seul langage pour éviter d'avoir que tout le monde parle le même langage et qu'on se comprenne plus facilement. Ben, en fait, c'est un peu la même chose qui est faite au niveau des frameworks architecturaux avec UAF. Et vous voyez que ce UAF, il y a un langage de modélisation et ça réutilise en fait SysML. Ça va fournir plein d'extensions de SysML pour fournir des nouveaux points de vue, des nouveaux diagrammes pour capturer ces aspects d'entreprise qu'on capture pas en fait avec SysML. Donc j'arrive un peu à la fin de ma présentation, hein, là, ça va laisser un peu de temps pour des questions. Ici, vous voyez un peu tout ce qui peut être capturé par les frameworks par UAF, des opérations, des activités opérationnelles, des fonctions, etc. Vous allez recevoir des modèles qui mettent en œuvre justement ces fameux concepts. Et si vous voulez en connaître davantage sur ces fameux concepts, vous allez sans doute devoir peut-être aussi aller creuser un peu plus. Mais en fait, on a mis sur le site du challenge, vous allez avoir un lien qui va vers justement la spécification OMG précise de ce framework-là. Donc, c'est un document c'est des documents qui sont assez gros, hein, les standards. C'est plusieurs centaines de pages. L'idée d'un standard, en fait, c'est pas nécessairement de lire au complet. C'est mieux de regarder des documents qui vont vous les introduire, mais au fur et à mesure, quand vous commencez à utiliser un standard, si vous avez un concept, une notion, vous n'êtes pas sûr de la vraie définition, ben là, vous allez vers le document du standard, vous cherchez la section précise qui en parle, et là, vous avez vraiment les précisions qui vont bien. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faudra travailler dans le challenge. Vous voyez un concept dans les diagrammes qu'on vous fournit, vous voulez savoir ce que ça veut dire exactement, vous allez voir dans le standard. Et donc, vous voyez, il y a différents types de modèles fournis par VF, et en fait, ces modèles-là, très souvent, redéfinissent des diagrammes de base de SysML en rajoutant des stéréotypes particuliers. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, vous voyez que MBSE, en fait, ça fournit une solution pour faciliter l'ingénierie des systèmes de plus en plus complexes d'aujourd'hui. Grâce à des modèles, en fait, on modélise le système dès le début. Ces modèles-là sont conformes à des langages bien précis, ce qui fait qu'on peut se construire des outils d'analyse et de vérification qui vont nous dire, attention, là, tu as une erreur dans tes exigences, séance de conception, corrige-la tout de suite avant de la découvrir lorsque le système sera déjà réalisé. Parce qu'à ce moment-là, ben, ça va coûter, on a vu, ça va coûter extrêmement cher de la corriger. Si j'ai déjà fait le système, je dois le corriger, je reviens sur l'architecture, etc. C'est très compliqué. Donc, NBSE, c'est vraiment utilisé de plus en plus dans l'industrie, hein. J'avais une discussion avec Gauthier à un moment donné au déjeuner qui me disait qu'ils vendent vraiment de plus en plus beaucoup de Katia magique dans les entreprises. Ça va être souvent les entreprises qui font des systèmes cyberphysiques, systèmes critiques, parce que
Ils ont vraiment besoin de vérifier le système dès le début en raison de sa complexité. SysML, c'est le langage le plus connu. Il y a une grosse initiative qui s'appelle SysML V2. Donc, SysML, le langage a été complètement réécrit pour le sortir de UML, hein, parce qu'un des défauts du fait de s'appuyer sur un ML, ben, SysML hérite automatiquement de tout UML. Il y a des choses souvent qu'on n'a pas envie de voir qui correspondent pas vraiment bien au domaine de l'ingénierie système, hein, parce qu'UML, ça a été fait vraiment pour des méthodes de développement orientées objets, plutôt pour du logiciel. Et donc, SysML est réécrit comme un langage comme lui-même, avec son propre kernel. Et en plus, un des avantages aussi, c'est qu'il y a maintenant deux syntaxes. Il y a une syntaxe graphique comme celle que vous avez utilisée, mais aussi une syntaxe textuelle. Donc ça, c'est en fait, quand on parle d'ingénierie des langages de modélisation, nous, on fait pas mal de recherches là-dessus. Ce qu'il faut, c'est surtout trouver la syntaxe qui correspond bien au background de nos utilisateurs. Et très souvent, on se rend compte qu'on a besoin de plusieurs syntaxes pour un même langage, hein. J'ai un système, je veux voir comment des composants communiquent entre eux. Ben, je suis mieux d'avoir une vue graphique, hein, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et après ça, je veux voir le comportement. Peut-être dans certains cas, du code, c'est plus facile, ou du code me permettra de faire plus facilement du copier, etc. Donc, on essaie de fournir plusieurs syntaxes, sachant que certaines parties d'un modèle vont être plus faciles à voir, à visualiser avec du code, d'autres peuvent être plus faciles à visualiser avec des diagrammes, par exemple. Et on fait même de la recherche aussi pour connaître pour utiliser d'autres modalités de syntaxe. Genre, par exemple, est-ce que je peux pas utiliser le son? Donc, j'ai des collègues à Lisbonne qui travaillent à développer des sons pour écouter un diagramme de classe, par exemple. C'est des choses qui sont assez amusantes pour faire de la recherche. Il reste quand même pas mal de difficultés avec le MBSE, hein. On a vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va pas utiliser juste du SysML, mais on va utiliser une pléthore de modèles de langages différents. Des fois, les langages sont pas toujours super bien formalisés. Donc, un des défis, c'est le modèle management. C'est comment je peux gérer correctement tous ces modèles-là, assurer que chacun des domaines d'ingénierie qui a ses propres modèles et dont les modèles, au final, parlent du même système, ben, que la cohérence entre les deux soit préservée. Hein, si une équipe, la longueur de l'avion s'étend, ben, ça doit être la même longueur pour chaque modèle du domaine d'ingénierie qui parle de cette longueur-là. Il faut s'assurer que ce soit la même longueur. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes d'ingénierie qui sont liés à ça, qui sont liés à du modèle management. Dassault Systèmes, justement, sans doute, les côtiers on parlera la semaine prochaine. En fait, ils ont ce qui s'appelle 3DS, 3D Experience, qui permet justement de connecter des modèles SysML avec des modèles CATIA et d'autres modèles qui sont très utiles dans l'analyse. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas eu de questions, Dominique. On va se donner la part belle et on va estimer que c'est parce que ce que tu viens d'exposer était très très clair. Donc, n'hésitez pas à utiliser directement la partie questions-réponses et puis je me ferai le relais. Je ne sais pas de ton côté, Gauthier, si tu veux préparer la transition vers la semaine prochaine ou avoir des choses en complément sur ce que vient de nous présenter Dominique. Oui, donc je peux dire que la semaine prochaine, la séance se focalisera sur la présentation de l'outil Katia Magic. Et puis je reviendrai sur les cadres d'architecture, hein. Donc je présenterai un peu plus en détail le cadre d'architecture UAF, dont Dominique a parlé. Et puis voilà, j'expliquerai aussi le positionnement par rapport à SysML. Hein. Donc globalement, UF, c'est pour faire de l'enterprise architecture, pour ingénierer des systèmes de systèmes. Et puis SysML, c'est pour ingénierer des systèmes produits, voilà, des systèmes. Bah, donc je positionnerai tout ça et puis je vous expliquerai très concrètement par une démo live l'utilisation de Katia Magic, sachant que comme on l'a dit la semaine dernière, il y a un guide qui est disponible et le guide voilà, a des éléments de méthode et des éléments d'outils.
Alors j'allais aller sur ce terrain-là parce que Dominique a fait référence directement aux ressources qu'on a mis sur la plateforme. Effectivement, vous avez accès directement aux standards de l'UAF et tout. Euh, En fait, on a mené un projet entre les partenaires de la chaire architecture des systèmes complexes, un projet de stabilisation d'une méthodologie pour concevoir et modéliser les systèmes de défense. Et donc, vous aurez accès directement à ce guide méthodologique. Alors, ce sera un accès qui sera sous confidentialité pour les participantes et les participants du challenge, mais il n'en reste pas moins que ça vous permettra vraiment de faire le lien entre le modèle qu'on va vous fournir, et puis la partie standard, référentiel, vocabulaire dont il va falloir que vous vous saisissiez. Voilà. Alors, j'ai vu arriver une question. Est-il possible de modéliser des acteurs humains en 6ML? Bah, je vais prendre la réponse. Oui, il est possible de modéliser les acteurs humains. Par exemple, chez nous, donc chez Dassault Systèmes, donc on a la marque Delmia, d'accord? Donc Delmia, par exemple, utilisait du SysML pour modéliser des acteurs de production, d'accord? Donc dans une machine à état, on va décrire par exemple différents états et des opérations faites par les humains. Et donc, on peut simuler tout ça avec des performances. Voilà, donc c'est pareil, c'est comme le dit Dominique, c'est une abstraction du monde réel. Et là, on va s'intéresser au comportement fait par l'humain, modélisé sous la forme de machine à état. Je crois que la notion d'acteur, c'est vraiment quelque chose, une entité qui fait une action. Un système, c'est vraiment ce que ça veut dire. Donc, par exemple, quand on voit le diagramme de use case, on peut avoir un acteur, ça va être un humain, notre utilisateur, mais ça peut être également un autre système, en fait, que notre système va utiliser, qui va faire une action sur notre système. C'est vraiment une notion assez abstraite, mais après, effectivement, simuler l'humain, c'est quand même, Voilà. Après, on peut par exemple modéliser l'humain sous forme d'architecture, hein. Bah, l'humain a des organes, hein. Donc, on peut modéliser, je dirais, l'architecture de la solution qui est l'humain, avec le cœur, les poumons, etc. Et puis, on peut modifier, définir les fonctions assurées par l'humain, voilà. etc., etc. Voilà. Bah, tout est système, quelque part, hein. Voilà, voilà. Une organisation, c'est un système aussi. L'univers est un système. Ouais, ouais. Et Donc, là, ça nous emmène directement dans une direction dont vous avez forcément entendu parler parce que c'est extrêmement médiatisé depuis quelques années, c'est la notion de jumeau numérique, c'est-à-dire comment avoir un modèle au plus proche d'un système réel et qui va pouvoir permettre de faire des simulations, qui va pouvoir permettre de faire des essais pour avoir un dialogue qui soit permanent entre la réalité et ce qui a été modélisé de façon numérique. Euh, Là, peut-être que tu peux en dire un ou deux mots, Gauthier. Vous êtes un peu spécialiste dans le domaine. oui, donc quand on dit jumeau numérique, en fait, il faut voir le jumeau avec deux éléments, hein, par définition, un jumeau. Et donc, il y a une partie virtuelle qui est en fait la partie modèle. Donc, on va modéliser, simuler ce système. Et puis, il y a la partie réelle où en fait, on va collecter différentes données du monde réel, par exemple l'utilisation du système en opération, en maintenance. Derrière tout ça, on met de l'analytique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agréger ces données qui viennent de plusieurs sources très hétérogènes, de manière à aussi pouvoir les analyser. Et puis, on va faire combiner le virtuel et le réel, c'est-à-dire on va pouvoir les comparer de manière à faire interagir ces deux jumeaux, ces deux mondes, hein, donc le virtuel et le réel, pour injecter de nouvelles hypothèses venant du réel dans le virtuel et vice-versa, et donc faire du prédictif. Ouais. Et ça, ce qui est particulier, c'est le du jumeau numérique, parce que de la simulation, on en fait depuis des années, hein. Et la particularité du jumeau numérique, c'est vraiment qu'il est connecté au système réel, en fait, et il sert en temps réel à faire des analyses pour faire des prédictions et mieux gérer le système, quoi. Voilà. Donc jumeaux, deux entités. S'il n'y a qu'une entité virtuelle, c'est pas un jumeau. Voilà. Ouais.
Bon, merci infiniment Gauthier, merci infiniment Dominique pour cette introduction au MBSE aujourd'hui. Donc on continue notre parcours et puis comme on vous le disait, eh bien la semaine prochaine donc Katia Magic et puis surtout eh bien on vous fournira le guide dont on vient de parler, les éléments d'installation de Katia Magic sur vos ordinateurs et puis surtout le modèle avec lequel vous allez devoir jouer. Voilà, donc merci beaucoup et donc rendez-vous à la semaine prochaine.